Su pourquoi, quand tu bailles, tout le monde baille. Non. C'est dans le cerveau, il y a. Il a besoin de se détendre en fait. Ça s'appelle un écho. C'est J'ai oublié comment ça s'appelle. bailler? Ouais. Non, enfin, quand quelqu'un baille, personne baille. Mais il y a un vrai nom de ça? Bâillement communicatif. C'est ça, un truc comme ça. Ouais. Mais C'est la copie par J'avais regardé une émission, Ouais, je sais pas c'est si pas- c'est vrai, mais soi-disant, si tu bailles devant une personne et qu'elle baille pas elle, ça veut dire qu'elle a des tendances psychopathes. ben ça va. Je suis pas psychopathe. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas baillé là. Il y en a plusieurs, ils n'ont rien fait. Il est analyste en psychologie aussi. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire? C'est trop fort. Je vais m'arrêter là un peu. C'est un coach de vie. Hein. Vous n'allez pas me croire au bout d'un moment. Bah, là celle-là, je préfère pas la croire. C'est pas plus tard qu'à l'instant, tout le monde n'a pas baillé. Là, donc, Alors, ça, ouais. Il y a vraiment beaucoup de il y psychopathes. a peut-être beaucoup de psychopathes, hein, c'est ça. Putain, on va pas retrouver les corps. Hein. Si je viens pas demain, C'est pas bon. c'est pas bon. Allez, on y retourne. Des questions? Oui? Ah, t'avais une question? Oui, je t'écoute. Alors, une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. D'accord. J'ai repensé à la virtualisation de type 1 et de type 2. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est, s'il te plaît? Ah, moi non, mais est-ce que quelqu'un peut réexpliquer? Un volontaire. Qui est volontaire? Oui? Ah, un volontaire. Alors, la virtualisation de type 1, c'est celle qui se fait au niveau matériel. C'est pour ça qu'il y a besoin de processeurs compatibles, etc. Donc, des processeurs compatibles avec la virtualisation. Et la virtualisation de type 2, c'est celle qui se fait via un logiciel installé sur le système d'exploitation. On est dans le ligne. En utilisant les ressources de l'OS. Est-ce que tu aurais des exemples de virtualisation de type 1? En type 1, on a ESXi, là, c'est ça? Oui. Par exemple, L'éditeur? C'est qui l'éditeur des ESXi? VMware. VMware, ouais. Hyper-V aussi. L'éditeur? Microsoft. Oui. Et en type 2, on a quoi? VirtualBox. Oui. C'est Oracle, ça, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et, Parallel desktop. j'en ai plus d'autres en tête. VMworkstation. Ah oui, Non, c'est pas VM Workstation. C'est VMware Ah ouais, VMware Workstation. Voilà. C'est VMware ESXi, VMware Workstation. Ça reste l'éditeur. Par contre, j'en ai un. Donc VMware, il fait des ESXi ou Workstation. Donc Workstation type 2, ESXi type 1. Hyper-V type 1, VirtualBox, pardon, type 2. Là, j'ai un dernier exemple. Ils mettent parallèle avec desktop. Quoi? Parallèle desktop. Parallèle avec desktop. Non, Alors, pas attends, avec. je l'ai pas. Pas Attends, avec, j'arrive. Pas avec. Don't move. Parallèle, c'est un Parallèle. logiciel qui tourne avec Et sous Mac. desktop. Là. Quoi? Ah, dans la paravirtualisation, pardon. Ouais, Ah, ouais. donc son nom qui s'appelle Parallel Desktop. Oui. Je connais pas. Ça tourne sous Mac. Eh ben c'est pour ça que je connais pas. C'est sur Mac? Ouais. D'accord. C'est le VirtualBox de Mac. De macOS. On peut dire ça, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. VMware Sexy, Microsoft Visual, Xen. Ouais, alors bon, il a pas mis, c'est Xen Server. Je cherchais celui Linux. C'est genre un peu plus. Proxmox. Ah, Proxmox, ouais. C'est un nom de Médoc, ça. Est-ce que t'as pris ton Proxmox? Oh, j'ai mal au bide, je vais me reprendre un petit Proxmox. Ça va me faire beaucoup de bien. Un nouveau marché, Proxmox. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, ça a répondu à ma question. Alors il est vrai que des fois c'est un petit peu tentant de se dire mais Hyper-V c'est un hyperviseur de niveau 2 parce qu'il est dans Windows. Mais non. Oui, parce qu'il y a un soft. L'avantage de ça, c'est que tu as le système d'exploitation d'administration et l'hyperviseur en même temps sur la même machine. Vous ne l'avez pas fait, mais si on faisait du ESXi, il faudrait installer le ESXi sur un serveur et on l'administre avec un autre poste. Il faut un poste de travail à côté. Il faut deux machines. Parce que l'hyperviseur, il n'y a pas d'interface graphique, en fait, il n'y a rien dedans. Tout est en ligne de commande. C'est chaud.
Proxmox aussi, tout est en ligne de commande. L'avantage d'Hyper-V, c'est que tu peux l'administrer sur la même machine. Ça fait les deux. Pourtant, c'est un hyperviseur de type 2. De type 1. La boulette. C'est bon. Donc ce serait bien, si vous avez ce genre de questions le matin, de les poser le matin. Faut pas hésiter, parce que il y en avait peut-être un ou deux autres qui n'étaient pas sûrs du type 1 et du type 2. C'est possible. Ou pas. Oui. Christophe, Du coup. admettons, je sais pas comment expliquer, on n'installe pas de Windows de base sur une machine, est-ce qu'on Oui. pourrait installer, enfin booter sur une espèce de version d'Hyper-V en direct, enfin je sais pas comment expliquer, booter sur un Hyper-V, une machine, Sans lancer Windows. sans installer de bureau, enfin de Windows Pro ou peu importe, Ça existe. ouais c'est possible. Alors je vous en ai pas parlé dans les versions, mais il y a une version qui s'appelle Hyper-V Server. Tu vois, ça commence par Hyper-V Server. Tu vas l'installer, hein. C'est comme si tu installais un Windows. D'accord. La procédure d'install, vous la connaissez. Hein. Tu bootes sur l'ISO, tu l'installes, tu choisis ta langue, tu choisis le disque dur, tu fais terminer, ça reboot, il n'y a pas d'interface graphique. Ah, c'est pas Tu n'as mal. que l'invite de commande. Et tu as déjà Hyper-V d'installer. Et sur cette version du système d'exploitation, donc Hyper-V Serveur 2022, tu n'as que le rôle Hyper-V. Tu ne peux rien avoir d'autre. Vous le savez, sur Serveur 2022, on peut ajouter le rôle serveur DHCP. Ouais, Sur Hyper-V Serveur 2022, tu peux pas. D'accord. Tu ne peux avoir que Hyper-V. Avantage de ce système, premièrement, il est gratuit. Deuxièmement, c'est le système le plus performant qui existe pour la virtualisation. On en a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des services. Ben, sur Hyper-V Serveur 2022, il y a un service. Hyper-V. Tous les autres, il y en a 25 en moins. Il n'y a presque aucun processus qui démarre, à part Hyper-V. Et le gestionnaire il est graphique par contre. Absolument pas, que dalle. T'as rien, c'est ça. C'est que de la vidéo. Voilà, hop, je te le mets en plein écran. Voilà, quand tu démarres, t'as ça. Allez, bon chance. T'as que ça. Alors, t'as intérêt à savoir utiliser les lignes de commande. Hein. Tu m'étonnes que c'est gratuit. Mais ça répond exactement à ta demande. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en production, donc là on parle de la vraie vie, hein. Voilà. Dans la vraie vie, si je monte un hyperviseur, c'est pour faire tourner les VM. Je veux que 100% de la puissance soit dédiée aux machines virtuelles, pas à l'hyperviseur. J'en ai rien à foutre d'avoir une interface graphique, d'avoir un navigateur. Je m'en fous. Je vais jamais naviguer sur l'hyperviseur. Donc, moins il y a de choses installées, moins il y a de performance consommée. Autre intérêt, ça s'appelle la surface d'attaque. Vous avez déjà entendu parler des failles de sécurité ? Ouais. Les failles de sécurité sont des failles de sécurité de logiciels, de services. Mais si mon hyperviseur n'a aucun service, aucun logiciel, eh ben, il n'y a de fait aucune faille de sécurité. Dans la vraie vie, tous les hyperviseurs, ce sont des hyperviseurs qui n'ont pas d'interface graphique, qui n'ont que dalle. C'est jamais un serveur 2022 sur lequel on a ajouté le rôle Hyper-V. Hein. C'est un Hyper-V serveur 2022. Et à côté dans l'entreprise, j'ai des postes avec les consoles d'administration. Ah ben évidemment, évidemment. C'est-à-dire que je vais acheter du matériel, je vais installer Hyper-V Serveur 2022, je vais dédier 100% des ressources aux hyperviseurs, et je vais tout administrer à distance. C'est l'idée. Et du coup, ça serait quoi le but d'installer un hyperviseur dans une entreprise? C'est de faire plusieurs serveurs, c'est de faire... Ah, t'étais vraiment pas là quand j'ai fait le cours sur Hyper-V. ça a dû Et il me semble... Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Est-ce que quelqu'un se souvient? Parce que il me semble avoir dit ça. Question. En fait, c'est quoi le rôle justement d'avoir ce type d'hyperviseur monté sur un serveur dans une entreprise? C'est d'avoir après tes différents réseaux et tes différentes machines dans ton entreprise. Tu vas lancer tu vas configurer tous tes ordinateurs de l'entreprise depuis l'hyperviseur. Ça te permet, oui. Non? Ça te permet. J'ai rien dit, moi. Pourquoi tu dis non tout de suite? Ça sert à rien d'avoir une machine virtuelle, d'avoir un virtualiseur. D'accord, donc typiquement, j'ai en tête les exercices qu'on a fait là sur Hyper-V. Il y avait le LAN 1 où il y avait deux serveurs, il y avait un serveur 2IS et un serveur DHCP si je me rappelle bien.
dans ce réseau-là, dans ce Oui. numéro de réseau-là. Oui. Et donc là, ça aurait pu être une mise en pratique de ce type de serveur. Alors, Avec Hyper-V, quand tu dis ce type de serveur, tu peux être plus précis s'il te plaît? C'est quoi ce type de serveur? Le serveur physique avec le Avec- Hyper-V Ouais, ouais. en console. Oui, oui. C'est mon parle. Alors, Non. Je me suis perdu. Avec un serveur physique avec le type le Hyper-V sans interface graphique. oui. Et donc on aurait pu Ou bien, de- autre solution, c'est un serveur physique avec le Hyper-V, mais avec une interface graphique. Là, on veut comparer deux choses. Ta question, c'est quoi l'intérêt d'avoir un hyperviseur sans interface graphique, d'accord, en comparaison d'un hyperviseur avec interface graphique? C'est ça ta question? Ou est-ce que ta question, c'est quoi l'intérêt d'avoir un hyperviseur, C'est ça. tout court? Peu importe qu'il ait une En interface soi, graphique ou pas. Les deux réponses m'intéressent, mais c'était la Alors donc si on prend, c'est quoi l'intérêt d'avoir un hyperviseur en général? Que cet hyperviseur soit Hyper-V, ou ESXi, ou Proxmox, ou XenServer, on s'en fout. C'est quoi l'intérêt de virtualiser des systèmes d'exploitation? C'est quoi l'intérêt d'avoir un hyperviseur? Bon, ça j'ai dû l'expliquer normalement le premier jour quand on a fait Éviter de payer Hyper-V. des machines. C'est Éviter de payer des machines. éviter d'acheter des machines physiques. Oui. Ouais, Oui, c'est ça. L'intérêt de ce que j'avais expliqué, c'était la rationalisation des ressources. C'était de dire, si tu as besoin de 10 serveurs dans ton entreprise, si on ne fait pas de virtualisation, tu achètes 10 vrais serveurs. Ça te coûte un bras. Même, on ne prend même pas le prix. On Ouais. ne parle même pas du prix. Tu achètes 10 serveurs. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va? Acheter? Non? Non, Non, en fait, non, déjà, ça va pas. Non, en fait, ce qui me fait bugger sur ce truc-là, c'est que, en fait, en soi, peut-être que certainement que je me trompe, que sur un serveur, on peut lui donner plusieurs rôles, on l'a pas fait. C'est hein. exact. On l'a pas fait. On l'a fait. On reprend les rôles qu'on connaît. Donc, Nous, on connaît DHCP, DNS, 2IS. Tu peux installer les 3 rôles sur un serveur, aucun problème. bah, c'est là en fait où je suis planté. En fait, pourquoi on irait faire plusieurs serveurs alors qu'on peut centraliser les rôles sur un seul? Tout à fait. Quelqu'un a la réponse à cette question? Attends, en perds un, tu perds tout. Le J'en perds un, tu perds tout. Ah oui. Si tu mets tous sur ce même serveur, il y a une expression assez connue qui dit mets tous ses œufs dans le même panier. Tu perds ton serveur qui a tous les rôles, tu perds tous les rôles. Monsieur Sécurité, il aime pas trop ça. Alors, je dois t'avouer que l'administrateur, il aime pas trop ça non plus. Personne n'aime trop tout mettre ses œufs dans le même panier. En général, si tu dois mettre tous les rôles sur un seul serveur, c'est qu'en général, t'as pas le choix. Je suis une petite entreprise qui a peu de moyens. On a besoin d'un serveur DHCP, d'un DNS, on en a besoin, mais on met tout sur la même machine parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter 3 serveurs. La question se pose à partir du moment où tu as les moyens. J'ai les moyens d'avoir 3 serveurs, 10 serveurs, parce que c'est des rôles différents. Là, on effleure à peine ce que peuvent faire les serveurs. Mais tu as des serveurs de base de données, tu as des serveurs de fichiers. On n'en a pas parlé quand on fera Active Directory. Il y a les contrôleurs de domaine dans Active Directory. Tu as énormément de rôles qu'on trouve dans une entreprise de taille moyenne, de grande taille. Hein, on a parlé de Sanofi. Sanofi, c'est une énorme entreprise. Des serveurs, ils en ont des milliers de serveurs. C'est des milliers qu'ils en ont. Donc, est-ce que j'achète 1000 machines ou est-ce que j'achète 10 hyperviseurs et je mets 100 VM par hyperviseur? Au bout du compte, j'aurai 1000 serveurs, soit physiques, soit virtuels. L'intérêt de la virtualisation, maintenant, c'est là où voilà, j'ai décidé de séparer mes rôles, donc de séparer mes serveurs. Qu'est-ce qui va être le plus rentable? Qu'est-ce qui va me coûter le moins? Est-ce que ça me coûte moins cher d'acheter 10 gros hyperviseurs ou d'acheter 1000 serveurs individuels? Alors évidemment, tout ça, ça se calcule, mais du fait que j'avais expliqué que si tu achètes tes serveurs individuels, les ressources processeurs, par exemple, elles sont consommées à combien en moyenne? En moyenne, c'est 2%. Ça veut dire que tu as acheté des processeurs où 98% du temps, ils servent à rien. Alors que ton gros hyperviseur dans lequel tu vas mettre 100 VM, les processeurs que tu as payés, tu les as payés cher, hein, parce que c'est du costaud. Hein. Mais lui, il est consommé à 50-60%. Donc tu utilises réellement les ressources que tu as payées. Mémoire vive, vous l'avez vu. La mémoire vive, tu peux ajuster.
Sur mes 100 VM sur mon énorme hyperviseur, il y en a où il y aura 32 Go de RAM, d'autres 25, d'autres 12, d'autres 30, etc. Alors que si tu dois acheter la mémoire vive, tu achètes toujours plus que ce dont tu as besoin. Donc tu as tout le temps de la mémoire qui est gâchée. C'est toujours ça. C'est ça, en rationalisant, tu vas réellement consommer moins de mémoire vive, donc tu vas réellement en acheter moins. Tu vas moins en acheter réellement. Pareil pour le stockage, pareil pour le réseau, voilà, tout va à l'avenant. C'est l'intérêt de la virtualisation. C'est qu'en fait, tu vas acheter moins de ressources matérielles que tu vas consommer. C'est ça. Que tu en aurais acheté, pardon, si tous tes serveurs étaient des serveurs réels. Avoir beaucoup de serveurs réels, tu gâches énormément de ressources. Alors que tu rationalises tout si tu as de la virtualisation. Et je ne te parle même pas de la facilité d'administration. Tu mets combien de temps pour créer une VM? Bon, allez, on met 5 minutes si on est méchant. Normalement, c'est moins même. Si c'était un vrai serveur, bah, faut l'acheter, faut le commander, faut le faire venir, faut le déballer, faut le brancher, faut l'allumer, faut booter dessus, faut installer. Laisse tomber. C'est beaucoup plus long. Question qui peut paraître bête peut-être, mais... Non, alors, donc je l'ai déjà dit, il n'y a pas de question bête, la seule question bête, c'est celle que vous ne poserez pas. Du coup, en général, il n'y a que les serveurs qui sont virtualisés? En général, oui. Les postes de travail, les Windows 10, on ne les virtualise jamais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés par qui, les postes de travail? Par les gens de l'entreprise. Par Brigitte. Mais Brigitte, physiquement, elle est où? Elle est dans le bureau, là. Elle est dans son bureau. Donc pour pouvoir accéder aux machines virtuelles qui sont, en général, dans la salle serveur, qui est climatisée au 4e sous-sol, dans un data center, ce que tu veux, ben comment elle fait? Mais il lui faut un poste. Donc alors, c'est pas très intelligent de dire... Alors Brigitte, elle a un poste qui permet de se connecter à un autre poste. Ben là, ça sert à rien. Non. La virtualisation de postes de travail, c'est très peu utilisé. C'est surtout des serveurs, les VM. C'est surtout des serveurs. Tout à fait. Et les routeurs, c'est pareil, ça peut être que physique. Ah oui. On est d'accord. Bah, bien sûr que non. Ça peut être virtuel, on l'a fait. Oui, mais... Mais encore une fois, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on ferait des routeurs virtuels? Quel est l'intérêt? si l'entreprise est gigantesque et que... Alors, si elle est gigantesque, c'est sûr que tu fais pas ça. Non. La plupart du temps, si c'est virtuel, c'est pour pas avoir de physique. Ça veut dire que tu veux pas de routeur Cisco. T'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas? Il faut que tu me sortes une raison. Il faut qu'il y ait une utilité. Mais voilà, tiens, c'est trop cher. Je préfère utiliser des routeurs zéro shell, ça coûte 0. Voilà. Ça peut être une explication. Il faut que ça tienne la route ton truc, hein. Mais dans des petites entreprises, il y a vraiment des architectures où ils utilisent du zéro shell. Non, les seuls cas de figure où j'ai connu du zéro shell, c'est dans par exemple un hôtel. Et ça sert d'interface pour connecter les clients au réseau Wi-Fi par exemple. Ça s'appelle les portails captifs. C'est-à-dire que quand tu te connectes au Wi-Fi, ça t'affiche une page, il faut t'authentifier dessus, c'est un code que tu as donné à l'accueil, etc. Tu mets ton login, ton mot de passe, tu dois créer un compte, et ça permet l'accès à Internet que pour les gens qui sont enregistrés dedans. Ça peut être des petits trucs comme ça, mais aujourd'hui c'est des trucs que font les box. Donc non, zéro shell c'est bien que pour la formation. J'ai pas d'autres cas de figure en production. De toute façon, en production, un produit gratuit, c'est non. C'est non. Pourquoi c'est non? Il y a un problème, tu te retournes contre qui? Bah contre personne. T'es niqué. Et sans vous mentir, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Linux dans les entreprises en prod, sur les postes de travail, etc. Parce que s'il y a un problème, je vais demander à la communauté. Super. C'est qui la commune? Alors quand on bricole, ça va, hein? Oui, Mais quand c'est de la prod, non, c'est des versions payantes qu'ils utilisent. C'est des versions payantes. Ou avec des admins derrière, des gens payés très cher, vers qui tu peux te retourner s'il y a un problème. C'est pour ça. Est-ce que ça vous a éclairé? Oui. Ça va? C'était bien. Alors, nous voilà dans notre Hyper-V Server 2022 qui n'a pas d'interface graphique.
On va donc devoir tout faire en ligne de commande. Vous allez donc devoir apprendre à utiliser la ligne de commande. Vous la connaissez un petit peu, on va approfondir un petit peu tout ça. D'accord? Alors, ça s'appelle naviguer dans une arborescence. Actuellement ici, j'ai lancé mon invite de commande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je suis dans le dossier C2.users Usman. Les commandes à connaître, c'est celles qui vous permettent de vous déplacer dans une arborescence. Alors, comment on fait pour se déplacer dans une arborescence? La commande à connaître, c'est CD, qui veut dire Change Directory. Donc vous écrivez CD espace le nom du dossier dans lequel vous voulez aller. Le problème, c'est qu'il faut le connaître, le nom du dossier. La première commande à connaître, c'est dire, comme directory. Après, si on fait CD et tab, ça cycle les dossiers disponibles. Alors ça, on va en parler après. Ok. C'est la complétion automatique. Ça porte un nom. Mais là, si vous voulez aller dans un dossier, il faut que vous fassiez donc CD espace le nom du dossier. Par exemple, je voudrais aller dans le dossier qui s'appelle document. Donc si j'écris CD espace document, alors je suis pas dedans, veuillez m'excuser. Et je fais entrer, vous voyez que la ligne a changé, je vois que je suis dans C2.users Usman document. En utilisant la commande CD espace le nom du dossier. Si je refais dire, ça m'affiche le contenu du dossier document. Bon bah dedans, il n'y a rien du tout. J'ai pas de document. À connaître, la commande CD point point. CD point point, ça remonte d'un cran. Donc si je fais CD point point, ça me ramène. Comment j'y arrive? CD point, j'avais mis un espace. Donc, si je fais CD espace le nom du dossier, ça m'amène dans le dossier. Si je fais CD espace point point, ça remonte d'un cran. Pardon? Alors c'est dommage, LS ça marche pas. Ah, ouais, L? S. Parce que c'est la même commande que les CD, c'est la même commande que dans Linux. Et LS c'est pour lister les fichiers qu'il y a dans le document, mais là ça LS n'est pas reconnu en tant que commande interne. Ah non, LS ça n'existe pas. Si tu veux lister, c'est dire. Ça, c'est pour naviguer dans les documents. Oui, Faire sudo c'est ce qu'on aussi, fait, on hein, navigue. ça va être C'est ce qu'on est en train de faire. Pardon? Moi je disais, tu peux faire sudo aussi, mais ça va être compliqué. Sudo? Sur Ubuntu. Mais on est sur Windows, donc ça veut pas le faire. Non, sudo n'est pas reconnu en tant Ah, que ben commande non, interne. non, Désolé, non. on peut pas faire sudo. Non. Du tout. Sudoku? C'est bien les sudoku. Donc, dire j'ai mes commandes. Alors, quand vous êtes mauvais en écriture, vous pouvez utiliser la complétion automatique, ça s'appelle. C'est-à-dire, je commence à écrire DO et j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Il va finir automatiquement. Si vous avez plusieurs dossiers qui commencent par le même début, si vous appuyez plusieurs fois sur tabulation, ça va vous proposer à chaque fois le nom du dossier. Donc là, si je mets que la lettre D, et je fais tabulation plusieurs fois, il va me proposer desktop, document, download, desktop, document, download, ça va tourner entre les trois. Et si vous mettez rien, Il n'y a rien. bah non, il y a tout. Ah oui, si tu précises Si je fais rien, CD espace rien tabulation, il va vous lister tous les dossiers, download, download, link, like, menu démarrer, modèle, drive, etc. Salut Kamel! Ah oui, oui, dans ce cas-là, mais c'est à la marge. C'est à la marge, oui. La question, c'était l'essentiel des VM, ce sont des serveurs. Je répondais à Kamel sur le chat. Il vous dit, voilà, il peut y avoir des cas de figure, tester
un nouveau logiciel dans un nouveau système d'exploitation. Ça peut être fait, imaginez, voilà, mon entreprise veut passer à Windows 12. Est-ce que mon logiciel de compta fonctionne bien sur Windows 12 ? Le bac à sable, voilà. Je vais créer une VM avec Windows 12, je vais installer mon logiciel dedans, je vais faire des essais, modifier le registre, faire des trucs comme ça. Il parlait aussi, voilà, un virus et un malware pour s'amuser. Alors la plupart du temps, c'est plutôt pour tester un antivirus. Je vais faire mon bac à sable, je vais créer une VM déconnectée du réseau évidemment. Je vais installer mon antivirus dedans et je vais lui filer un petit virus à manger. On va voir si Et réagir. le virus est bien détecté par l'antivirus. C'est vrai que c'est souvent utilisé aussi par les développeurs. Ah oui, parce que quand les développeurs développent des logiciels, il faut que le logiciel fonctionne sur Windows 10, sur Windows 11, sur Windows 12, sur Windows 13. Donc il leur faut 3, 4 systèmes d'exploitation. Bon bah soit vous leur donnez 3 portables, c'est chiant. Bah soit on crée 3, 4 VM, ils se connectent aux VM et ils essayent leur logiciel sur des VM. Oui. Et donc voilà. C'est des cas quand même qui sont un peu à part. C'est rare que pour un utilisateur classique, il y ait une VM avec un poste de travail. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui existent dans des cas un petit peu particuliers comme le cloud gaming. C'est-à-dire que vous pouvez louer des machines virtuelles dans le cloud qui ont des grosses configs et vous pouvez jouer dans une VM en fait. Et ce qui fait que sur votre PC, bah, vous n'avez pas de 4090, mais vous louez une config avec une 4090. C'est exactement ce que je fais. C'est ce que tu fais, voilà, mais ça utilise la virtualisation de poste de travail. C'est pas un serveur qui est la VM, c'est un Windows. Ou autre chose, enfin ça peut être plein de choses. Tu n'as pas l'interface Windows, tu tombes directement sur l'interface du vendeur, mais... Mais c'est ça l'idée. ouais. C'est ça l'idée. Et Christophe, Oui. Quand on fait CD tab, on a accès à d'autres dossiers entre guillemets. Ça signifie quoi ces guillemets? Putain, mais il était temps que quelqu'un m'en parle. Je te remercie, hein. Je te remercie. Personne n'a rien dit. Ah oui, Personne n'a rien dit. ah, c'est les alias. Il y a certains qui apparaissaient pas. Tac. Tac. Quand on a travaillé, on était allé dans ces deux points utilisateurs. Et je vous ai dit qu'il y avait le profil d'Ousmane. Mais à quel moment ici, vous voyez écrit utilisateur? Il n'y a pas écrit utilisateur. Il y a écrit users. Pourtant c'est utilisateur. Alors je vais faire un petit CD. Je vais refaire CD. Je vais remonter. Quand je suis à la racine de C et j'ai fait dire où est-ce vous voyez écrit programme? Non, il écrit programme file. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, ça perd l'hypopète. Pourtant, quand je fais CD espace... Ah, mince. Donc c'est ce qu'on appelle des alias. C'est-à-dire qu'on a créé un espèce de raccourci d'un autre nom qui pointe vers le même dossier en fait. Ça a été fait pour une... Alors je vais revenir dans les dossiers. Donc c'était CD users et CD c'était Ousmane. Attends, je vais me dire. Et si je fais un CD... Ils sont plus bas. Qu'est-ce que je raconte? Et voilà. Tac. Je vois qu'ici j'ai un truc qui s'appelle documents. Et quand je fais CD, j'ai mes documents. Avant, dans les vieux systèmes d'exploitation dont je vous ai présenté, les Windows 95, les NT4, etc., le dossier s'appelait pas document, il s'appelait mes documents. Et donc, dans un souci de compatibilité descendante, ils ont créé comme ça des alias, des anciens noms, qui pointent vers le nouveau nom. Donc ça fait qu'on peut utiliser encore mes documents dans un script, par exemple. Donc on peut utiliser soit documents, soit mes documents. Vous avez les deux.
qui existe. Ça vous envoie vers la même chose. Donc c'est un espèce de raccourci vers un dossier. Mais ils sont cachés. On ne les voit pas dans la liste des dossiers. C'est pas les vrais dossiers. C'est juste un pointeur. C'est un raccourci vers le nom du dossier. Donc pour les créer, ça se fait en ligne de commande. On ne peut pas les créer comme ça facilement. Donc c'est pour ça que des fois, dans les chemins d'accès réels, vous voyez des noms de dossiers qui ne sont pas ceux que vous voyez dans l'explorateur de fichiers. Parce que quand on regarde les chemins, c'est les chemins réels qui apparaissent, pas ceux avec les alias. C'est pour ça que vous voyez du programme file, du c2.users, alors que dans l'explorateur de fichiers, il y a écrit utilisateur. Ça, c'est le monde réel. C'est pas la matrice en fait qu'on voit là. Là, on voit le vrai monde. Celui dégueulasse où les machines ont pris le pouvoir. Nous sommes que des batteries, les machines. Donc revenons à nos commandes. Tac, tac, tac. Donc celle que vous devez commander. Donc c'est donc CD, ça permet de changer de dossier. Dans CD, donc on a dit point point, ça remonte au dossier d'avant, à connaître. CD anti-slash. Ça vous ramène à ce qu'on appelle la racine. D'accord, ça te revient au début. Ça revient à ces 2 points. D'accord. Au niveau le plus élevé du lecteur dans lequel vous vous trouvez. Plutôt que de faire CD Pour CD point point, CD point point, CD point point, CD point point, vous faites CD anti-slash, ça vous ramène au début. Et taper dire, c'est pour afficher le contenu du dossier. Pardon? Quand on tape dire, c'est Oui. pour afficher le contenu du dossier. C'est Ouais. exact. Bon, c'est souvent la première commande qu'on tape pour vérifier que là vous êtes au bon endroit, que c'est bien ces dossiers-là qui vous intéressent. Avec la commande dire, à connaître, j'ai tapé la commande dire et j'ai écrit ceci, étoile.dll. Étoile, c'est le caractère joker. Ça veut dire liste-moi tous les fichiers qui finissent par .dll. Il en a trouvé combien? Bah rien. Parce qu'il lit à partir de l'endroit où je suis. Et uniquement dans le dossier QA. Donc à connaître. Pardon. Ouah! Si vous voulez qu'il aille dans tous les sous-dossiers, c'est /s. Alors évidemment, si vous faites ça, il va y en avoir beaucoup. Donc, la commande à connaître derrière, c'est CTRL-C. Donc si vous tapez la commande que je viens d'écrire, donc dire étoile.dll/s, vous allez voir, ça va dérouler. Ça va dérouler. Donc si vous faites CTRL-C, ça l'interrompt. C'est dans des cas de figure comme ça où vous avez des grandes listes que la touche pause prend tout son sens. Je vous ai déjà fait faire Windows Pause. C'était pourquoi? Information système. Oui, information système. Bah, la touche pause tout court, ça sert dans un cas comme ça. Vous avez lancé une commande qui vous affiche énormément d'informations. Bah, en faisant pause, ça l'arrête. Et en faisant entrée, ça le relance. Pause. D'accord. Pause, entrée. Oh là là, il y en a des. Oh là là, il y en a trop là. CTRL-C, je m'arrête. CTRL-C, ça interrompt une commande que vous aviez lancée dans l'invite de commande. Anti-slash ou slash? J'avais pas vu le slash. Slash.
Alors, ah oui, sur la commande, tiens, je te la remets. Contrôle S pour stopper, hein, c'est ça. Contrôle C Et contrôle pour C interrompre. pour interrompre. Contrôle C, ça sert à interrompre une commande qui est trop longue. Vous l'interrompre ou elle sert plus à rien ou vous êtes trompé. Des fois ça arrive, je me suis trompé de commande et je sais qu'il est parti pour faire un truc, faites contrôle C, ça l'arrête. Ouais. C'est la commande d'interruption. Bon, est-ce que vous avez essayé pause? Vas-y. Voilà, je vous le refais si vous faites... Pause. Non, pas faire une pause. Vous faites entrer, hop, ça part, vous faites pause, il s'arrête, vous faites entrer, ça repart, pause, Là, ça défile. ça défile, et CTRL C, ça l'interrompt. Bon, alors normalement, vous devez me dire, ouais, mais il faut faire pause pile au bon moment. Vous allez faire pipe mort. Donc, si vous faites un petit truc comme ça, dire étoile.dll/s espace pipe mort. Fichier introuvable. Comment ça, fichier introuvable? Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il doit y avoir un truc qui t'a bien pris. Tac. Dire étoile.dll. Oui, je sais pas, t'as pas des points de relève directement dans la racine, c'est tu mets tout la donnée sur la carte. Dire, Ah, Étoile, point de relève, slash. ah oui. dire, Dire. étoile. Ah ben oui, C'est quoi la commande en cours c'était ça. Là, Bon, c'est quoi la commande en cours la dernière que t'as testée pipe mort. Elle est en haut. Attends, je te la remets. ALTGR 6. Dire étoile espace étoile.dll espace slash s espace pipe mort. Ça fait quoi ça? Ça fait que ça va te lister toutes les DL logs, tous les sous-dossiers, mais il se fait des blocs de pages. C'est-à-dire, il va s'arrêter lui-même quand il a fait toute une page. Tout en bas, il doit y avoir écrit suite. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait ça, il y a trop de data. Il faut faire pause. Mais tu fais pause un peu au hasard, en fait. Tu Ouais, l'interromps, parce tu sais que pas t'es trop... pas sûr d'avoir ton fichier. Il faudrait avoir une chance de dingue pour trouver la bonne DLL. Tandis que quand tu fais cette commande-là, il s'est arrêté tout seul à une page affichée. Tout en bas, il y a écrit suite. Et si tu fais entrer, il a refait une page. Ok. Si tu fais entrer, il te refait une page. Etc. Mort, ça permet de le faire page par page. Oui, c'est ça, ça permet de faire page par page. T'as pas besoin de faire pause, entrée, pause, entrée, pause, entrée. T'as déjà les pages entières. Personne ne m'a posé la question, le pipe, vous savez le faire? Ah bah j'avais déjà une Oh putain. Je le fais exprès pour qu'il y ait pipe et tout le monde sait le faire. Est-ce que le. Donc tout le monde sait faire le pipe? Alt GR 6. C'est le troisième symbole de la touche où il y a le 6. C'est un trait vertical le pipe. Et le pipe, c'est censé reprendre la réponse de la commande d'avant pour Oui. en faire une autre. Pour l'envoyer à la commande d'après. C'est Et en ça. fait, c'est Ouais, mort. c'est la même chose. Mort, c'est mort qui fait les blocs. Ok. C'est ça. Je comprends pas. Alt GR6. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je sais pas à quel moment faut faire Alt GR6. J'ai pas compris. Là, est-ce que tu vois la ligne qui est encadrée? D'accord, pour la. Ah ouais, mais forcément, c'est Zéro. plus long, il y a Non. le point là-bas. Bah non. Ok. Ah, il faut que je tape ça. C'est ça. Et est-ce que tu vois le M que j'ai écrit? De mort. Oui. À gauche, il y a un symbole. Ah, pour faire ce trait-là, tu fais Alt GR6. C'est exact. D'accord. C'est ça. Il est là, le pipe. Ah oui, d'accord. Non, n'importe quoi. Je comprenais pas. Mais c'est- C'est beau. Ah, se déplacer dans le DOS. Que de souvenirs. Allez, hop, CTRL-C. Donc pour les commandes DOS, il n'y a pas grand chose à connaître.
être capable de se déplacer, CD le nom d'un dossier, CD anti-slash, ça vous ramène au début. Ah oui, il y a aussi à connaître changer de lettre. Vous voyez, j'étais actuellement sur ces 2 points. Je veux aller faire un tour sur des 2 points, j'écris des 2 points. Et ça m'a mis sur le lecteur des 2 points. J'ai pas vérifié les signatures. Oh, mais dites-moi, il y en a qui n'ont pas signé cet après-midi? Non. Je crois. Ça y est. Pas le seul. Ah, chaque fois. Non, mais l'après-midi, c'est trop la sieste. Hein. Hein? C'est ça. Allez, pour finir. Bon, vous en apprendrez peut-être d'autres. Celle-là, il y en a beaucoup qui la demandent. CLS. Ça veut dire Clean Screen. PLS. On se met en PLS. Tac. Ça a juste effacé tout ce qu'il y avait sur le... Ça claire l'écran. Et clean ou clear, ça. Clean, c'est sur Clean. Linux, c'est clean. Et en Ah fait, bah moi, je ça, sais te, pas, je- ça te fait un terminal propre en fait. Et là, Bah c'est voilà, CLS. CLS. CLS, c'est sur Windows. D'accord. Pour venir. Clean, donc j'en déduis que tu connais Linux. Un petit peu. Oh, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Satisfaisant. À un sudo près. C'est pour ça que je te disais, voilà. Sudo, apt, get, Ah, mais le Sudo. update, blablabla. update upgrade. Voilà. Voilà, c'est ça. sudo. Allez, Bah, le sudo, c'est mise à CTRL jour. Shift Entrée dans celui-là. Ouais. C'est ça. Ok. Ça marche? Voilà, c'est quelques petites commandes. Bon, vous en apprendrez certainement d'autres. Mais ça suffira. Vous pouvez au moins vous déplacer, lister le contenu d'un dossier. C'est déjà bien. Des questions? C'est bon? Bon, bah si vous n'avez pas de questions, c'est bon. Tout le monde il a signé, parfait. Allez, je vous libère. Il est parti là. Aïe aïe aïe. Allez, à demain. Ciao, ciao, la Et à bon enseignement.